quand la réalité dépasse la fiction, ou les merveilles du ministère de Jean-Michel Blanquer, mon pote à moi, le Michou. Pour la première fois, était expérimenté ces derniers jours le nouveau modèle du bac à la sauce Blanquer, avec une innovation en tête de gondole, le grand oral. Ça fait sérieux comme appellation, l'on se croirait presque à l'ENA ou à Sciences Po. Comme l'ENA n'existe plus, la marque Grand Oral était disponible. Alors les fonctionnaires de l'Éducation nationale se sont dit « Bon plan, on la recycle ». Grande première, du jamais vu. Pour ce qui est de la nouveauté et de l'expérimentation, l'on a été servi. Pas sûr que les petits bacheliers du CRU 2021 aient été ravis de servir ainsi de cobaye. Le grand oral, on ne sait pas trop en quoi ça consiste, ce qu'il faut faire pour être bien noté, mais bon, l'important c'est de participer, n'est-ce pas? Si seulement. Cécile, par exemple, est arrivée sur les lieux de son examen à 7h30 du matin pour constater avec bonheur qu'il n'y avait tout simplement pas de jury. Panne de réveil? Grève de la SNCF? On ne saura pas le fin mot de l'histoire. Finalement, se faire son oral à soi-même, n'est-ce pas le meilleur moyen de se garantir la moyenne? Mais le cas de Cécile n'est pas un cas isolé. Il faut dire que l'organisation a été, légèrement défaillante. Des professeurs convoqués à 9h pour une épreuve commençant à 8h30. Des profs qui arrivent sur les lieux alors que finalement on n'a pas besoin d'eux. Des profs qui n'arrivent pas sur les lieux alors qu'en fait on a besoin d'eux. Des jurys sans candidats. Des candidats sans jury. Des professeurs de sport se retrouvant à examiner des candidats en philo. Des élèves de philo faisant leur démonstration devant des diplômés en physique-chimie. Ubu revient, ils sont devenus fous. Un hashtag a même fait son apparition sur la toile. Bacastrophe. Cela dit, tout va pour le mieux, puisque l'on nous assure, rue de Grenelle, que le taux de réussite du bac 2021 sera de 103%. Comme c'est le même gouvernement qui va organiser les prochaines élections, nous pouvons imaginer que nous risquons d'avoir de sacrées surprises au niveau des résultats. Sur cette conclusion angoissante, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain. Les chiffres sont tombés et ils sont implacables. L'abstention explose chez les jeunes. C'est bien la peine de s'être donné un mal de chien. Quand on pense que Macronor Giflefort Ier, le prince du progrès, le phénix de la modernité, s'est fait prendre en photo avec des racailles avec ce qu'il faut de doigts d'honneur, a organisé des soirées africano-techno-gay branchouilles sur le perron de l'Élysée, s'est fait interviewer avec les influenceurs McFly et Carlito, les a regardés faire des galipettes en jogging sur les pelouses de la rue du Faubourg Saint-Honoré, a envoyé Castex faire le malin sur Twitch et Chiappa faire la potiche sur TikTok, a reçu Justin Bieber et sa copine pour poser bras dessus, bras dessous avec la star et Maman Bricheton. Et qu'avec tout ça, il récolte un score record de presque 90% d'abstention chez les 18-24 ans. Franchement, il y a de quoi être deg, comme disent les jeunes. Deg. C'est deg, quoi. Objectivement, Manuchon est dégoûté. Deg. Tout ça pour ça. C'est un fait. Et la conclusion, toute douloureuse qu'elle soit, ne fait absolument pas l'ombre d'un doute. Pardonnez ma vulgarité, les jeunes n'en ont strictement rien à secouer de la Macronie. Mais ce n'est pas tout. Il paraîtrait que, dans le même temps, en même temps, comme il dit, le Rassemblement national est devenu le premier parti de France chez les jeunes. Il est bien loin le temps où les jeunes séchaient les cours pour aller défiler contre Le Pen. Donc, non seulement le président se rend ridicule pour des prunes, mais en plus, les jeunes troupes, la chair fraîche, se barrent chez la concurrence. C'est à vous désespérer de faire de la politique. Je propose donc dorénavant un changement radical de communication.
Des conférences de presse à la De Gaulle, en noir et blanc, avec des beaux micros à l'ancienne branchés à un fil et posés sur une table marquetée en acajou de style empire. La grande classe, des photos officielles en queue de pie, avec grand cordon de la Légion d'honneur et tout le tremblement. Voilà qui aurait un peu plus d'allure. Avec un peu de chance, ça me donnerait même envie de voter pour lui. Vous m'avez cru ? Je vous ai bien eu, avouez-le. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain. Pierre de Coubertin, grand apôtre du sport, est à l'origine du fameux dicton « L'important n'est pas de gagner, mais de participer ». Aujourd'hui, le contenu a légèrement évolué. L'important n'est pas de gagner, mais de faire de la politique. Ou plutôt de l'idéologie. Un peu. Beaucoup. Passionnément. À la folie. C'est ainsi que l'Euro de football est en train de se transformer en compétition internationale pour la promotion des revendications LGBT. C'est celui qui affiche le plus de petits drapeaux arc-en-ciel qui gagne, pas celui qui met le ballon entre deux poteaux. Comme la Hongrie est plutôt dans le genre résistante dans ce domaine et que son courageux président Orbán vient de faire passer avec le soutien du peuple, excusez du peu, une loi pour mettre un cran d'arrêt à la propagande gay auprès des enfants, du coup, la chasse aux Hongrois est ouverte. Tout le monde s'y met. Antoine Griezmann, le grand footballeur, poste sur son compte Twitter des drapeaux multicolores et des poings serrés. Et la ville de Munich avait même envisagé d'illuminer le stade destiné à accueillir le match contre la Hongrie aux couleurs de la Gay Pride. Heureusement, l'UEFA, l'instance européenne organisatrice de la compétition de football, a calmé les ardeurs des apprentis militants de la cause homosexuelle et leur a formellement interdit cette démonstration de force. Hors de question de transformer un match en une manif politique. Ça suffit les bêtises. Au fait, il a bon dos le combat pour les droits des homosexuels chez les footballeurs. Ça ne fait courir aucun risque. Taper sur la sale Hongrie réac et simili fachocato, ça met tout le monde d'accord évidemment. Mais où est-elle la Gay Pride, la fierté homosexuelle quand il s'agit d'en remonter à l'islam? Là, curieusement, il n'y a plus personne. Antoine Griezmann, toujours le même, était tout fier en 2019 de poser en couverture de Tétu pour briser le tabou de l'homosexualité dans le foot. Ben oui quoi, c'est très important de briser le tabou de l'homosexualité dans le foot. Et pourtant, Antoine Griezmann, toujours le même, a été un des premiers à se réjouir du retour de Karim Benzema, qui traitait il y a peu ses coéquipiers de charmants noms d'oiseaux, tout ce qu'il y a de plus homophobe que la décence et la bonne éducation m'empêchent de proférer ici. Mais bon, Benzema, il a le droit à ses écarts de langage, il est du bon côté du Coran. Dans un autre style, Wissem Belkacem, homosexuel de son état, ancien joueur de l'équipe nationale de Tunisie, a expliqué à la presse « Être gay ou être footballeur, j'ai dû choisir ». Et il a donc quitté le foot. La tolérance, cette chose éminemment variable. L'on attend avec impatience la Coupe du Monde du Qatar. L'on a hâte de voir tous les joueurs de l'équipe de France manifester en terre musulmane pour défendre les homos, punis de mort par la loi qatari. Voilà qui serait courageux, non? Non? Sur cette question, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain. Tambour et trompette, résonnez musette. Depuis l'annonce du résultat du deuxième tour des élections régionales, la droite dite gouvernementale, comme le corbeau de la fable, ne se sent pas de joie.
C'est elle, la grande gagnante de l'élection, la seule incarnation de l'opposition, la voix de l'alternance, la favorite pour 2022. Rayez les mentions inutiles. Avec en tête d'affiche un beau tiercé gagnant, Laurent Wauquiez pour Auvergne-Rhône-Alpes, Xavier Bertrand pour les Hauts-de-France et Valérie Pécresse pour l'Île-de-France. Ils ont gagné, mesdames et messieurs, et ils entendent le faire savoir. Tout cela, bien évidemment, à un peu moins d'1 an du scrutin présidentiel, permet de déblayer le terrain qui mène au 55 rue du Faubourg Saint-Honoré. Les 3 champions se sont donc empressés, au soir du 27 juin, de faire un joli petit discours fignolé de derrière les fagots pour baliser la voie la voie présidentielle. De l'ambition ? Point du tout, non, 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 ce n'est pas la question. De la prudence ? Une assurance sur l'avenir, tout simplement. Le problème, c'est que généralement, sur un podium, il y a 3 marches. 1, 2, 3. Pareil pour les médailles. Médaille d'or, médaille d'argent, médaille de bronze. Et c'est là que les ennuis commencent. 3 champions pour la droite gouvernementale, c'est déjà 2 de trop. D'abord, n'en déplaise aux journaleux qui préparent les sous-titres des interviews, Pécresse et Bertrand ne sont plus chez les Républicains. Ils ont claqué la porte d'un parti qui ne leur correspondait plus, qui répandait des vapeurs nauséabondes et tout ça et tout ça. C'est un peu facile après de revenir la bouche en cœur et de se laisser mettre une jolie étiquette LR sur le costard sans rien dire. Alors, on fait quoi chez les LR ? Oui, c'est qui qu'on va envoyer dans la course à l'Élysée ? Un Laurent Wauquiez ? Baron d'Auvergne et du Lyonnais, duc de Savoie et comte de Forez, mais dont le charme personnel excède difficilement celui d'un embouteillage sur le tunnel de Fourvière. Une Valérie Pécresse au brushing inoxydable qui ratisse tellement large qu'on se demande encore si elle a des opposants déclarés. Ou encore un Xavier Bertrand, toujours plus maçon et toujours moins franc. Wauquiez ne dit rien, mais n'en pense pas moins. Bertrand ne veut pas entendre parler de primaire. Et Valérie, blonde façon marine, sourit en se disant que de l'Île-de-France à la France, il n'y a qu'un pas. Malheureusement, dans la bataille des égaux, l'on risque bien d'avoir les 3 sur la ligne de départ des élections présidentielles. Question subsidiaire, avec quel programme, s'ils ont un programme ? Décidément, le tiercé gagnant d'aujourd'hui, apparemment conservateur, mais pour conserver quoi, a tous les airs d'un tiercé perdant pour la France en 2022. Je vous souhaite une excellente soirée. Il est de notoriété publique que Valérie Pécresse professe des idées à géométrie variable au gré de sa pêche aux voix lors de chaque scrutin électoral. À titre d'exemple, elle soutint à une époque les adversaires de la loi Taubira pour être maintenant à l'inverse de cette position et se montrant LGBT jusqu'au bout des ongles. Il n'est donc pas étonnant qu'elle ait exclu de sa liste pour les régionales tout ce qui ressemblait de près ou de loin à des souverainistes revendiqués, à des conservateurs affirmés, à des opposants résolus à la déconstruction actuelle de la France. La question qui se pose est la suivante. Jusqu'où ira Pécresse ? À cet égard, avoir choisi en 9e position sur sa liste des régionales, et donc en position évidemment éligible, une femme qui propose une politique dénataliste interpelle juste quelque part, je veux dire. Ainsi donc, Marie-Ève Perru, la 9e du nom, a déclaré martialement qu'il fallait pénaliser les familles de plus de 2 enfants en supprimant toute allocation familiale pour ce type de famille et au contraire subventionner les familles qui sauraient être raisonnables et vouloir sauver la planète, à savoir les familles de 2 enfants maximum. Car Marie-Ève Perru ambitionne de sauver la planète. Pauvre planète qui n'a rien demandé à personne. Et pour cela, Marie-Ève, la mal nommée, considère que l'enfant détruit la planète, ce qui n'est vraiment pas chic de la part de ces sales gosses.
Sale gosse, va. Tiens. Marie-Ève s'avère être tout à fait en phase avec la Chine communiste, qui fut une grande adepte d'une politique drastique de limitation des naissances, mais poussant plus loin le bouchon qu'elle, puisque les bébés en surnombre étaient assassinés à la naissance. Encore un effort, Marie-Ève, on va y arriver à les supprimer, ces sales gosses. Cela dit, la patronne de Marie-Ève, c'est-à-dire Valérie Pécresse, annonce répétitivement que l'immigration ne pose guère de problème à la France. Donc, si je comprends bien, les familles françaises de plus de 2 enfants détruisent la planète. Mais les 400 ou 500 000 immigrés qui entrent en France chaque année sont une chance pour la France et ne détruisent donc pas la planète. Donc, poussons le raisonnement jusqu'au bout. La famille nombreuse, blanche, détruit la planète, mais pas la famille immigrée de couleur qui est une chance pour la France. Il y a dans le ventre mou centriste un formidable vivier de contradictions et d'aberrations dans lequel pataugent les politiciens de cette tendance. Tout peut être dit et le contraire de tout, puisqu'aucune colonne vertébrale solide ne sous-tend ce marais. Vouloir reconstruire la France à partir de 2022 avec un tel personnel politique consisterait, ni plus ni moins, à signer l'arrêt de mort de notre cher pays. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain.